c'est avec beaucoup de fierté, une légère peur, que je me tiens aujourd'hui devant vous. En effet, il m'a été confié pour la 2e fois un exercice bien difficile, rendre hommage. Hommage à 2 grandes figures de Bollène et de son histoire, André et Charles Monnier. Tout comme Georges, je les ai connus dans mon enfance, mais mes souvenirs de petite fille me jouent des tours. Par contre, mes oreilles et vos souvenirs, beaucoup moins. Comment parler de la vie de gens si extraordinaires et inspirants en une seule intervention ? Comment être exhaustif sans en faire trop ? Sinon, ce ne sera plus un apéritif, mais un petit déjeuner que nous allons partager. Comment leur faire honneur en si peu de temps ? Raconter 2 vies si riches que l'on croirait qu'ils en ont vécu plusieurs. Dans tous les cas, rien de tout ce que je pourrais vous raconter ne reflètera toute la personnalité de ces 2 êtres plutôt exceptionnels. Pour me tenir devant vous aujourd'hui et avoir la prétention de vous parler d'eux, certains d'entre vous les avaient connus bien mieux que moi et bien plus longtemps que moi. Je me suis plongée dans ces ouvrages, dans les souvenirs de certains de ses camarades, mais aussi dans ceux de ces 2 petites filles. Au cours de ce voyage dans leur vie, j'ai l'impression d'avoir rencontré, découvert et redécouvert des gens fantastiques, que je n'ai jamais eu le plaisir de rencontrer, mais dont j'avais énormément entendu parler. Tout aussi courageux les uns que les autres, et auxquels nous ne pouvons rendre hommage ce soir. Certains seront nommés, d'autres non, et j'en suis désolée, mais tous méritent que l'on se souvienne d'eux. Charles et André sont tous les 2 nés au début du XXe siècle, et arrivent dans des familles marquées par la Première Guerre mondiale et le deuil. André Blachère est né le 9 août 1922, de Louis Blachère et Albertine Marie, une famille d'agriculteurs du hameau de la Croisière. Après elle naîtra sa petite sœur Renée, le 13 juin 1926. Son père, tout comme celui de Charles, a connu l'horreur de 14-18 avec ses tranchées et ses gaz. Il mourut à 44 ans en 1933 d'un cancer. À sa mort, Marie dut quitter la ferme et ouvrit l'épicerie du quartier de la Croisière. Les grands-parents paternels d'André travaillaient à la ferme, mais son grand-père mourut aussi très jeune. Ses grands-parents maternels, les Bougarons, Joseph et Fanny, tenaient un restaurant relais pour accueillir les diligences. Ils ont eu 3 enfants. Charles, encore un, désolé, il y en aura beaucoup, tué au début de la guerre 14-18, il avait 20 ans. Rose, morte à 22 ans, qui laisse un enfant infirme à la charge de ses grands-parents, qui l'élevèrent avec courage et amour. Et enfin Marie, la mère d'André et René. Je n'ai malheureusement que peu d'informations sur sa jeunesse à la ferme et la manière dont elle grandit. Je ne peux donc pas vous en dire plus. Mais, dans sa jeunesse, elle est adhérente au Front uni des Jeunesses Patriotes. Elle fait partie du comité de loisirs du hameau de la Croisière, dans lequel, en 1938, elle participe activement au soutien des réfugiés espagnols ayant fui Franco et la guerre d'Espagne. Dans les années 39, elle participe de temps en temps au bal du comité, tout en étant surveillée de près par sa mère. C'est au début des années 40 qu'elle commencera à se rapprocher de Charles. Charles, quant à lui, est né le 5 décembre 1915 à Bollène, de Paul, artisan potier issu d'une famille de potiers de la Drôme, et de Marie Monnier, fille d'un ouvrier électricien de Clamart. Tout comme le père d'André, Paul est marqué par les blessures subies au front lors de la Première Guerre mondiale et a connu, comme beaucoup de poilus, l'enfer des tranchées et des gaz. C'est entouré de ses parents, de sa tante Alida, de son oncle Alfred et de son grand-père Jean, que Charles grandit dans la poterie récemment acquise par ses parents à la Croisière. Il y fut bercé par sa mère et son grand-père, dont la voix avait le pouvoir de l'endormir paisiblement. Il grandit dans ce charmant hameau, entouré de sa famille, de son cousin Loulou, né en 1917, et de tous les voisins. N'ayant pas vraiment de copains autres que son cousin, il aidait sa mère à la maison. Ménage, épluchage de légumes, les lapins, les poussins, le blé et tout. Et je passe des tâches. Son père et sa mère, tous 2 communistes, ont adhéré au parti dès le congrès de Tours en 1920 et sont abonnés à l'Humanité depuis sa création par Jean Jaurès en 1904. Son père a d'ailleurs été élu communiste à Bollène, où Charles l'accompagnait parfois aux réunions de la section Café Saint-Antoine, juste à côté. C'est auprès de sa maman qu'il apprendra l'amour du travail bien fait et le respect du travailleur. À cela, son père ajoutait « Celui qui ne travaille pas ne mange pas ». C'est d'auprès d'eux qu'il apprend la générosité dans une maison ouverte. À tous, où de nombreuses personnes se sont arrêtées. Parents, amis, familles, militants communistes plus ou moins connus, camarades traqués par la police, et où ses parents faisaient aussi des colis alimentaires pour de nombreuses causes.
Au cours de sa jeunesse et de son enfance dans les années 20, sans télé ni radio, et notamment en hiver, la famille se réunissait autour du feu pour lire un article, qui était parfois un article de l'Humanité, précisons, qui était parfois débattu par la suite, ou lire un feuilleton imprimé, ou échanger des histoires de vie et des luttes pour la défense de la République et pour une vie meilleure. Charles, encore enfant, écoutait attentivement, blotti dans les jupes de sa grand-mère, et a gravé dans sa mémoire certains de ses récits. Ces veillées ont fait naître chez lui une passion pour la lecture, tout d'abord historique. Puis, le temps passant, les ouvrages politiques et les ouvrages sur la résistance ont fait leur chemin dans sa bibliothèque. Il n'a jamais cessé de lire. Le 25 juin 1927, après avoir fini son cursus dans l'unique classe de l'école de la Croisière, Charles va passer son certificat d'études à Bolène et fut transporté sur les lieux par Nanette, l'âne de la famille, accessoirement mascotte du quartier parce qu'il paraît qu'elle en a fait des vertes et des pas mûres. Il finit de ce certificat d'études premier du canton et reçoit un dictionnaire offert par la mairie qu'il garda jusqu'à la fin de sa vie. Sur les conseils de son institutrice, il va poursuivre ses études avec le cours complémentaire. Et en 1928, ce sera pour Charles le début des grandes peines. En effet, il perd ses deux grands-parents et son oncle avec qui il a grandi la même année. À la fin de son cours complémentaire, il décide de devenir, sur les conseils de son instituteur, de passer le concours de l'école normale d'instituteur d'Avignon. Décision qui poussa son père à fermer la poterie pour aller travailler à l'usine Valuy, juste à côté. Et c'est comme cela que sa mère se retrouve à ouvrir une salle de restaurant et une pension à la place de l'atelier de potier de son père. Grâce aux travaux du PLM, il ne manquait pas de clients. La même année, il doit aussi passer le brevet élémentaire, condition sine qua non afin d'entrer à l'école normale. En juillet 31, il réussit les 2 examens et entre donc à l'école normale d'Avignon à la rentrée d'octobre 1931 pour une durée de 3 ans, au cours desquels il vécut nombre d'expériences parfois amusantes avec ses camarades. Le 7 juillet 34, au terme de 3 années d'école normale, il obtient le brevet de capacité de l'enseignement supérieur. Et c'est cette année-là que commencera son expérience parisienne, qui durera 2 ans. Tout d'abord un poste à Romainville, puis un poste à Clamart l'année suivante. À la rentrée 34, il est le plus jeune instituteur de France. Et il n'a pas 19 ans. Afin de limiter les frais de vie, il logea chez son oncle et sa tante et se rapprocha fortement de son cousin Raymond, avec qui il découvrit la vie parisienne, une vie riche et palpitante, qu'il partagea entre l'école, la famille de sa mère, la politique et la culture. C'est au cours de ces années qu'il adhéra aux jeunesses communistes, après avoir été en contact avec de nombreuses personnes et une vie politique riche et intense. Il s'occupa des pionniers de Clamart, à la demande du premier adjoint de la mairie de Clamart, communiste à l'époque. C'est à cette époque aussi qu'il assiste à la naissance et à la montée du Front populaire, où il participera à la grande fête de la Victoire, à Paris. Curieux et passionné par le monde politique, il prend des cours par correspondance à l'université ouvrière. Il est passé de l'attachement sentimental et familial au communisme à un attachement idéologique profond, en étudiant les thèses marxistes-léninistes. La richesse culturelle et intellectuelle de sa vie parisienne l'a profondément marqué, et tout le reste de sa vie, pour tout le reste de sa vie, et a forgé le militant qu'il est devenu, en ayant une adhésion profonde dans ses convictions, car il y avait longuement et durement réfléchi. Il profite des vacances scolaires de 1936 pour redescendre à Bolène et retrouver sa famille, son cousin Loulou. Il ne sait pas à l'époque qu'il vit ses dernières grandes vacances avant longtemps. À la fin du mois d'octobre 1936, il est incorporé à son service militaire durant 2 ans. D'abord au 27e bataillon des chasseurs alpins de Menton. Déjà pas très fan de l'armée, il ne garde pas un bon souvenir des marches dans l'arrière-pays, vers la frontière italienne, d'autant plus qu'il participe aux exercices des élèves officiers de réserve, dont il ne pourra pas avoir le grade d'aspirant, car communiste. Pour en rajouter, la santé de son père déclinant, une permission pour lui faire ses adieux lui a été refusée. Il ne sera libéré que pour ses funérailles, le 4 juin 1937. Pour une permission de seulement 2 jours, au bout desquels il dut laisser sa mère toute seule. En novembre 1937, il est affecté au 27e régiment des tirailleurs algériens d'Avignon, grâce à une demande de sa mère, déposée au ministère des Armées afin de le rapprocher de la Croisière, au titre de soutien de famille. Il pourra ainsi rentrer tous les dimanches. C'est à cette période, lors d'une permission du régiment, qu'il adhère au Parti communiste. Au début de son affectation au 27e
RTA, il est affecté pendant plusieurs semaines à la bibliothèque des officiers grâce à son statut d'instituteur. Son capitaine essaye de le nommer sergent, mais au bout de quelques semaines, sa tranquillité disparaît. Le capitaine, de par son adhésion au PCF, ne peut pas le nommer sergent et ne peut pas non plus le laisser à la bibliothèque. Charles est alors nommé soldat de première classe et est de retour dans le rang en tant que premier mitrailleur. Ainsi, les jours se répètent. Exercices, maniement des armes, marche de 20 km hebdomadaires où la mitrailleuse pèse lourd. Mais plus la situation internationale s'aggrave, plus les exercices s'intensifient.